Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Le Code du tourisme fixe les règles de l'Organisation générale du tourisme, des activités et professions du tourisme, par exemple les agences de voyage. Il fixe aussi les règles pour les équipements et les aménagements, accès aux espaces touristiques, autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un terrain de camping. Alors c'est pas forcément le genre de livre qu'on va emmener en vacances. Le langage utilisé n'est pas forcément facile à comprendre, mais ceci dit, nul n'est censé ignorer la loi. Chaque mois, avec Chloé Rezlan, avocate au barreau de Paris, en droit du tourisme, nous allons aborder des sujets importants pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques ou vos suggestions sur la page du podcast expérientiel sur LinkedIn. Et puis sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir le sujet du jour pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Chloé. Bonjour François. Comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. Un peu froidement, mais très bien. Et toi? Froidement aussi. Ce matin, je dois avouer que ça piquait. Ouais. Il faisait 2 degrés, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. On en a besoin. Ouais, j'ai envie de dire c'est rassurant. L'hiver arrive et c'est peut-être pas plus mal. Non. Exactement, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le mois d'octobre a été un mois record. Record. Hein. Et d'ailleurs, vu que c'était tellement agréable, nous, dans nos villages, on allait à la place du village. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler de la place du marché, ou la place de marché. C'est une transition à laquelle je n'aurais jamais pensé, mais j'adore. On va parler place de marché. Donc, tu as envie aujourd'hui de nous parler des places de marché. Ouais. Parce qu'il semblerait qu'il y a des nouvelles lois ou une nouvelle législation qui est sortie en mai 2022, donc c'est hier, plus ou moins. Ouais, tout à fait. Et dis-moi, moi je connais la place du village, mais la place de marché, c'est quoi exactement? Alors, comme d'habitude, une question pertinente, simple mais efficace. Alors, en fait, je reviens un peu sur le pourquoi j'ai envie de parler de place de marché aujourd'hui, parce que moi je le vois dans mon activité au quotidien. Il y a un essor de ces places de marché, notamment dans le secteur du tourisme, alors tout secteur confondu. Il y a eu le Covid, donc il y a une digitalisation évidemment de tous les secteurs. C'est vrai dans le tourisme, c'est particulièrement vrai dans le tourisme, je dirais même. Et donc il y a cet essor de la digitalisation qui veut dire qu'il y a beaucoup de sites internet, mais dans la variété des sites internet, on retrouve beaucoup ce qu'on appelle les places de marché. Et c'est tellement devenu quelque chose aujourd'hui en France et même en Europe, que le législateur a fini par définir ce que c'était une place de marché. Et là, moi, je suis très heureuse. Les auditeurs ne le voient pas, mais je souris parce que enfin, nous avons une notion qui est citée dans un code avec une définition. Parce que ceux qui nous écoutent depuis le début savent que c'est pas toujours le cas, en tout cas dans le code du tourisme. Alors, la place de marché, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est un service qui utilise un logiciel, donc ça peut être un site internet, une application, peu importe, mais qui est exploité par un professionnel et qui permet quoi ? Qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance, donc là ici via internet, avec d'autres professionnels ou consommateurs. Finalement, c'est un peu l'idée du marché, c'est-à-dire que quand on va au marché, si c'est un marché, ça peut être un marché couvert ou pas, mais on rentre dans son marché et puis on peut conclure des contrats avec différents commerçants. On va au même endroit, mais on peut acheter auprès de plusieurs vendeurs.
en tant que consommateur. Mais c'est ça une place de marché, c'est que je vais en ligne en tant que consommateur, je peux conclure un contrat avec différents professionnels et j'ai une plateforme qui me met en relation avec ces professionnels. Alors une question, quand je t'écoute, j'imagine tout de suite des plateformes style Booking.com ou quoi que ce soit, mais ça peut concerner d'autres professionnels du tourisme, par exemple, je sais pas moi, est-ce que ça concerne un hôtelier ? Ça peut concerner absolument tous les professionnels du tourisme et de fait, aujourd'hui déjà, ça concerne tous les professionnels du tourisme. Moi, je côtoie des porteurs de projets ou même des sociétés qui existent depuis longtemps, qui mettent en relation des hôteliers avec des particuliers, qui mettent en relation des loueurs de meublés de tourisme, ça on a plus l'habitude, avec des particuliers, mais par exemple ça peut être un axe, ça peut être mise en relation de loueurs de meublés éco-responsables avec des consommateurs. J'ai des places de marché qui mettent en relation des prestataires d'activités, donc canoë-kayak, parachute, avec des consommateurs. Là aussi, on peut tout à fait avoir des plateformes qui vont prendre un axe, peut-être de l'outdoor ou des prestations d'escalade avec des consommateurs, ou alors un axe qui va pas être forcément que l'outdoor, mais qui va être le bas carbone. Voilà, on peut tout imaginer. Mais il y a de plus en plus de plateformes qui viennent mettre en relation des prestataires, quels qu'ils soient, dans le tourisme, avec des consommateurs, donc potentiels, puisque c'est des utilisateurs de la place de marché, qui vont pouvoir conclure leur contrat directement avec les professionnels concernés, mais via la plateforme. Donc voilà. Ça, on parle bien d'une tripartie, oui. Qui est plus ou moins un consommateur, ensuite un prestataire, et entre les deux, il y a quelqu'un qui les met en relation et qui touche une commission, c'est ça ? Exactement. Le modèle classique, c'est la commission pour la mise en relation qui est effectuée. Alors évidemment, la commission, elle va varier en fonction de la place de marché concernée. On appelle aussi marketplace. Je n'ai pas dit le mot anglais, mais on dit souvent ça. It's very nice. Yeah, I know. Et donc, du coup, la place de marché va se rémunérer à la commission, peut-être 10, 15, 20, 30%, 5%, ça va dépendre. Il y a même des places de marché qu'on dit transparentes. Par exemple, dans le milieu institutionnel, des offices de tourisme ou des régions qui vont mettre en relation des utilisateurs avec des prestataires de leur territoire. Certains le font gratuitement. Donc, on a de tout à ce niveau-là. Mais le principe, c'est effectivement une rémunération par commission. D'accord. Alors, quelles sont les obligations, justement, pour ces plateformes de mise en relation ? Alors, comment ça marche ? C'est ça dont on va parler aujourd'hui. L'idée, c'est que qu'est-ce qui se passait par le passé ? Ces plateformes de mise en relation, et on comprend pourquoi, avaient tendance à s'exonérer un peu de toute responsabilité, de dire « moi, je ne fais que mettre en relation, donc je ne suis pas responsable de la bonne exécution du service ». Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la plateforme n'intervient pas du tout, à partir du moment où on n'est pas, encore une fois, sur une plateforme qui offre à la vente du service de voyage, attention avec le code du tourisme et l'immatriculation à tout France, mais bon, il y a cette idée que une place de marché, c'est que de la mise en relation, donc on n'est pas responsable en tant qu'opérateur de place de marché. Mais le législateur, il s'est dit quand même, il faut que le consommateur, comme d'habitude, il comprenne ce qui se passe. L'objectif, dans le droit, on le voit systématiquement, les nouvelles réglementations, elles ont pour objectif d'informer correctement l'utilisateur, le consommateur. Parce qu'il doit comprendre qu'il est dans une relation tripartite, il doit comprendre qu'il est responsable, il doit comprendre comment ça fonctionne. Donc évidemment, la première obligation mise à la charge des places de marché et de ces opérateurs, c'est l'obligation d'information. Alors, comme d'habitude, il faut être sûr que le consommateur il ait accès aux obligations essentielles de la prestation qui est vendue, donc du bien ou du service. Ça, c'est la base, mais il y a d'autres obligations qui sont venues s'ajouter avec la transposition d'une directive européenne qui s'appelle Omnibus. Donc, si vous entendez parler de la directive Omnibus, c'est ça, en fait. Donc, la première information, c'est la qualité du vendeur. Est-ce que les vendeurs sur la place de marché sont professionnels ou non professionnels ? Ça, c'est obligatoire de le faire figurer. Donc aujourd'hui, par exemple, si je prends Airbnb, ils doivent dire si le loueur qui propose son bien, c'est un loueur professionnel ou non professionnel. Et c'est vrai pour tout type de place de marché, du coup. Donc ça, c'est la première chose. La qualité du vendeur, elle doit être transmise au consommateur par la place de marché.
Il y a une information essentielle aussi qui est l'information relative aux paramètres qui permettent de déterminer le classement des produits ou des services présentés aux consommateurs. Je m'explique. Quand on recherche, par exemple, excursion canoë-kayak sur la plateforme, s'il y a plusieurs prestataires qui proposent ce type de service, comment je les classe, moi, en tant que place de marché ? Qui arrive en premier ? C'est quoi les critères qui sont appliqués pour référencer les offres et les déréférencer ? Est-ce que c'est, je sais pas moi, par proximité lien géographique ? Est-ce que c'est les dates qui comptent en premier ? Est-ce que y a d'autres critères qui sont mis en place ? Comment le consommateur il peut rechercher l'information ? Et surtout, informer le client potentiel si jamais il y a un paiement qui a été effectué pour que le prestataire ressorte en premier. Donc l'idée, c'est de ne pas tromper le consommateur sur la pertinence du classement. Tu vois ? C'est-à-dire que je ne vais pas dire « Ah voilà, on vous a trouvé le plus pertinent, il ressort en premier », puisque évidemment, l'utilisateur il va avoir tendance à cliquer sur le premier lien en disant « C'est le plus pertinent ». Il faut expliquer pourquoi on estime que c'est plus pertinent et surtout s'il est plus pertinent, en fait, parce qu'il a payé plus cher, l'utilisateur, il doit le savoir. Tu vois ? Mais dis-moi, c'est gérable ça C'est compliqué. C'est compliqué à mettre. Enfin, il faut avoir conscience de tout ça parce que ça se met pas en place en un jour en fait. Ouais, ça a l'air énorme comme boulot, hein. C'est un gros boulot. Il faut regarder quel est l'algorithme qui est mis en place pour le classement et le référencement des offres. Il faut en plus que cette information, elle figure dans une rubrique à part sur le site internet et accessible depuis toutes les pages du site ou de la plateforme, un peu comme les mentions légales, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour le législateur et il faut se poser et réfléchir comme d'habitude. Ok, donc moi je fais ça, comment je fais, c'est quoi mes critères, comment fonctionne mon algorithme et comment je l'explique aussi aux consommateurs. Est-ce que oui ou non je perçois des commissions différentes, par exemple, ou une commission supplémentaire si on est mieux référencé que les autres ou pas. Et alors moi, c'est quelque chose que j'ai toujours conseillé à mes clients, de le mettre ça dans leurs conditions générales d'utilisation, tant vis-à-vis des consommateurs que vis-à-vis des vendeurs. Parce que quand on a un prestataire qu'on référence sur sa plateforme, c'est important pour moi qu'il soit conscient de si, oui ou non, il va être bien référencé et selon quels critères. Je trouve que c'est de la transparence un peu élémentaire. Mais on est bien d'accord qu'on parle dans un cas où il y a une notion d'argent, c'est-à-dire que la tierce personne se fait une commission. Parce que j'imaginais, là, en t'écoutant, par exemple, le cas Facebook, il y a des restaurants sur lesquels tu peux réserver sur leur page Facebook, mais là, Facebook n'a pas de commission, donc elle n'a pas d'obligation, c'est ça ? En fait, à partir du moment où tu peux réserver sur la plateforme, tu es potentiellement quand même soumis à l'ensemble des dispositions. Là, moi, ce que je dis, c'est que à partir du moment où tu es sur une plateforme, effectivement, où tu as un moteur de recherche quelque part, c'est-à-dire que tu peux dire, je cherche, ça peut être une place de marché de restaurant. Ça va être le cas de La Fourchette ou Advisor, j'imagine aussi. Tu peux dire je veux manger tel type de nourriture dans telle ville à telle heure. Comment ils classent leurs offres ? Et est-ce que certains restaurants qui par exemple paieraient une commission supplémentaire sont mieux référencés que les autres ? Ou est-ce que le critère de référencement n'a rien à voir avec la perception d'une somme d'argent supplémentaire ? D'accord. Mais s'il y a une somme d'argent supplémentaire, l'opérateur doit le dire. Okay. C'est de la transparence. Dire je classe mieux certaines offres parce que elles me rémunèrent mieux. Tu vois ? Si c'est pas le cas, il suffit de dire moi mon algorithme il fonctionne comme ça, type de nourriture, rayon géographique, avis utilisateur par exemple. Donc par exemple je fais ressortir les mieux notés en premier ou je fais ressortir ceux qui ont été réservés le plus récemment en premier. Ça peut être plein de choses. On peut décider d'avoir un algorithme qui prend beaucoup de critères en compte. Est-ce que c'est mieux aimé par les couples ? Est-ce que c'est plus apprécié par les familles ? Voilà. Mais il faut le dire. D'accord.
Donc, quel que soit le concept de hiérarchisation et qui vient en premier ou quoi que ce soit, ça doit être transparent et il faut le dire très clairement pour que le consommateur soit au courant sur quels critères telle entreprise apparaît en haut, etc. C'est ça. Pour que ce soit transparent, toujours pareil. En fait, je sais comment ça vient se classer, se référencer, pourquoi. Et donc, ça me permet de faire un choix éclairé en tant que consommateur. Alors, par exemple, il y a certains sites qui font ça avec tarifs décroissants, etc. Est-ce que ça, c'est des méthodes possibles ? Tu peux, généralement, tu peux filtrer, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'option de filtrer par tarif décroissant. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et si c'est le critère de classement principal, le prix, c'est-à-dire que tu mets d'abord le plus petit prix, puis ensuite du moins cher au plus cher, ça marche. D'accord. C'est transparent. Je sais que en premier, j'ai le plus petit prix. Ok, très bien. Voilà. Donc ça fait partie des nouveautés quand même assez importantes, hein, cette histoire de classement, parce que c'est assez contraignant, il faut vraiment se poser dessus, il faut le faire, et se poser cette question-là qui, en vrai, se posait pas trop avant. Dans les obligations de ces plateformes, de ces places de marché toujours, il y a, alors ça c'est moins nouveau, mais on a changé la sanction qui est plus importante, les informations relatives aux garanties légales applicables. Est-ce qu'il y a une garantie vice cachée sur certains produits, garantie légale de conformité sur d'autres? Bon, ça n'a pas énormément changé. Pareil sur le droit de rétractation, est-ce que le consommateur a le droit de se rétracter? Alors, je sais pas si tu vois ce que c'est le droit de rétractation. Je sais plus si on en avait déjà parlé ensemble, donc peut-être faire un rappel. Ouais. C'est la possibilité finalement de changer d'avis. D'accord. Donc en fait, quand on est sur des contrats à distance, donc en ligne notamment, ou par téléphone, à partir du moment où on n'est pas en présence du vendeur, on a le droit en tant que consommateur de changer d'avis et donc de se rétracter dans les 14 jours. Donc je peux dire, dans les 14 jours, je ne paye pas tout de suite parce que peut-être que je vais changer d'avis. C'est pas une annulation puisqu'on peut pas imposer des frais d'annulation et on peut bénéficier de ce droit de rétractation. Mais il y a des exceptions dans le code de la consommation. Et c'est notamment le cas quand on est sur des prestations, notamment les prestations touristiques, qui doivent s'exécuter à une date prédéterminée, à une date certaine, ou dans une période déterminée. Donc à partir du moment où je réserve un séjour ou une nuit d'hôtel pour le 24 décembre 2022, je ne bénéficie plus de ce droit de rétractation. Donc j'ai pas le droit de changer d'avis. Le vendeur, il a le droit de me dire tu ne bénéficies pas de ce droit de rétractation et donc tu dois payer maintenant et je ne te rembourserai pas si tu changes d'avis. Après, c'est des annulations classiques. Pour ça, il faut que le vendeur et la place de marché informent le client. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était déjà le cas avant, mais on vient préciser que l'opérateur de la place de marché doit expliquer à l'utilisateur qui bénéficie ou bénéficie pas de son droit de rétractation et ce que ça implique. Voilà. Ne pas transmettre toutes ces informations, hein, ça peut être ce qu'on appelle une pratique commerciale trompeuse et les sanctions sont conséquentes. Alors nous, on n'aime pas trop parler de sanctions dans le podcast, on essaye de parler positif, mais les sanctions, elles existent. C'est 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 300 000 € d'amende pour une personne physique. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal et ça peut même être encore plus parce que ça peut être porté à 10% du chiffre d'affaires annuel moyen ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la campagne de publicité, de la pratique mise en cause, donc de la pratique trompeuse. Donc ça peut être quand même assez conséquent. Alors encore une fois, nous, on parle plutôt de customer care et du fait de bien soigner ses clients et de bien soigner ses prestataires, ses partenaires pour avoir des relations pérennes, pour avoir un business qui fonctionne. Mais il faut quand même me le dire, il y a des sanctions. Hein, donc ça, c'est important. Donc ça, c'est vraiment l'obligation d'information. Okay. Après, il y a une autre obligation, enfin, il y en a d'autres, hein, mais je prends les principales. C'est l'encadrement des opérations promotionnelles. Ouais, ça m'intéresse. Ouais, ça, c'est hyper important, parce que ça, c'est vraiment tout nouveau, tout chaud. C'est l'apport majeur de la directive Omnibus qu'on a transposée donc, en mai 2022 en France. C'est de dire, quand je veux faire des opérations de promotion et parler de réduction de prix,
de dire prix réduit, on est passé de 300 € à 200 €, ou dire il y a moins 50%, c'est maintenant encadré. Parce que ce qui se passait en pratique, c'est qu'on avait des opérateurs qui jouaient un peu sur les mots. C'est-à-dire que le prix, on sait qu'il peut fluctuer en fonction des saisons, en fonction, notamment dans le tourisme, on va pas vendre la même chose une nuit d'hôtel quand il y a un congrès ou une haute saison, elle va pas forcément être vendue la même chose en basse saison, on le sait. Et donc du coup, on pouvait prendre un prix de référence très haut et venir dire je fais 50%, mais en fait on était sur un prix de référence très haut qui était pas vraiment pratiqué ou très peu pratiqué. La directive Omnibus et donc aujourd'hui le Code de la consommation nous dit que aujourd'hui, quand on fait une annonce de réduction de prix, le prix de référence, c'est le prix le plus bas pratiqué sur une période de 30 jours précédant la réduction. Voilà, ça c'est la règle. Donc quand on dit je fais une réduction de prix, on regarde le prix et c'est toutes ces variations les 30 derniers jours et c'est ça le prix de référence, c'est le prix le plus bas. Sauf, il y a des exceptions, c'est les produits périssables par exemple, ou quand on vient comparer avec des prix de concurrents, là ça s'applique pas, mais c'est vraiment le prix le plus bas pratiqué par le professionnel 30 jours avant la mise en place de l'offre promotionnelle. Et si on a eu des offres et des réductions successives, c'est le prix le plus bas pratiqué par le professionnel sur une période de 30 jours au moment de la première offre, c'est-à-dire le prix le plus bas avant la première réduction. Ok. Donc, il faut vraiment faire une analyse de sa politique de prix quand on parle de réduction du prix. On ne peut plus prendre n'importe quel prix de la dernière année, par exemple. Donc, cette nouvelle législation vraiment engage la responsabilité des acteurs sur les places de marché. Oui, et ça, c'est vrai aussi sur n'importe quel site. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour pouvoir permettre justement, mais je pense aussi pour le professionnel, beaucoup plus de transparence. Oui. Des deux côtés. Oui. Et puis rassurer aussi le consommateur, tout en aussi rassurer le professionnel qui se dit maintenant j'ai une concurrence loyale entre guillemets. Oui, c'est ça en fait. L'idée c'est plus de transparence des deux côtés pour qu'on ait un marché plus sain dans le monde digital. Il y a autre chose qui est assez récent, c'est la vérification des avis. Il y a eu beaucoup de scandales sur des faux avis sur les sites internet. Alors il y a que des 5 étoiles, mais en fait c'est des faux avis. Là aujourd'hui, il faut expliquer aux consommateurs comment on fait en sorte de vérifier que ce sont des avis qui proviennent de consommateurs ayant acheté le produit ou le service. Donc il y a aussi une obligation supplémentaire de transparence et de communication toujours vis-à-vis du consommateur, de lui dire voilà ce que je mets en place pour vérifier que ce sont des avis conformes, c'est-à-dire vraiment d'utilisateurs et de consommateurs, et faire en sorte que ce soit effectivement ce type d'avis-là, et expliquer comment on les vérifie, comment on les met en place, est-ce qu'il y a une politique d'avis et laquelle. Donc vraiment, on est toujours dans cette obligation de transparence et de vérification. Ça, c'est aussi vrai, tout comme les réductions du prix, pour n'importe quel site, c'est pas que pour les places de marché. La vérification des avis, la réduction du prix, ça concerne tout opérateur dans le digital. Et puis voilà, il y avait quelques petites nouveautés que pour les places de marché. Déjà, l'introduction de cette notion dans le code, pour dire à quel point il y a un essor de ces plateformes, et puis de cette transparence sur le classement des offres notamment, qui est très important, comme tu le disais très bien, pour les consommateurs, mais aussi pour les professionnels qui vendent sur ces places de marché. C'est super pour les avis sur les sites, et parce que souvent on se pose la question, quoi. Et moi, je me souviens, en tant qu'hôtelier, je savais que j'avais des concurrents qui, de temps en temps, n'hésitaient pas à écrire eux-mêmes des avis divers et variés pour se faire, pour monter dans la hiérarchie. Et je trouvais que c'était pas cool, quoi. Donc du coup, ça c'est un gros sujet, les avis, parce que pareil, mettre en place une politique de vérification des avis pour vérifier que c'est bien des consommateurs du produit ou du service qui le publient, c'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, ça implique un contrôle important et mettre en place une politique et donc y réfléchir. C'est pas juste marquer quelque chose sur ses conditions générales d'utilisation. Donc ça engage véritablement le professionnel et ça demande un peu de travail. Ça doit pas être facile pour les petits acteurs. Oui, oui. Ça doit être plutôt une contrainte même. C'est une contrainte, c'est sûr.
C'est sûr. C'est sûr. De toute façon, on sait, le juridique, il amène sur l'autre contrainte, mais encore une fois, je le dis peut-être à chaque épisode, on le redit tous les deux, l'idée c'est de dire je suis transparent et donc privilégiez-moi parce que vous pouvez avoir confiance en moi. Donc c'est un travail qui, je pense, est un peu fastidieux et nécessaire. Au-delà des sanctions, encore une fois, c'est de dire moi, je prends soin de mes utilisateurs, je prends soin des consommateurs, je prends soin de mes partenaires et de mes vendeurs. Je fais en sorte que tout le monde soit rassuré, se sente en sécurité sur ma plateforme aussi, avec le RGPD dont on a parlé la dernière fois. Et c'est comme ça qu'on met en place aussi un cercle vertueux. Très bien. Écoute, Chloé, je te remercie beaucoup. Mais c'est et puis, on se retrouve le mois prochain. Tout à fait. Mais d'ici là, ça sera Noël entre les deux. Oh, joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Tu passes de belles fêtes. Merci, toi aussi. Okay. Toi aussi et tous nos auditeurs aussi, j'espère. Je vous souhaite à tous une très belle fête. Ouais. Et puis on se retrouve l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez, je t'embrasse. Bonne journée. Bonne journée, François. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout, n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience, c'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.